Bonjour, bienvenue au podcast Connexion Primordiale, en balade avec Paul, dans une série où on parle des différents réflexes archaïques. Vous pouvez retrouver à chaque fois tous les épisodes concernant les réflexes sur le site reflex.org, dans le blog, et vous aurez à chaque fois une version augmentée, c'est-à-dire qu'il y a le podcast, plus un petit article écrit et plus des vidéos qu'on a faites pendant le Covid sur la manière de réintégrer les réflexes. Donc je vous dis juste ça, sur reflex.org, vous retrouvez les épisodes de podcast en version bonus, si je puis dire. Place au réflexe du jour. Le réflexe du jour s'appelle le réflexe palmo-mentonnier ou réflexe paume-bouche de Babkin. C'est le réflexe palmo-mentonnier ou paume-bouche de Babkin. Donc palmo-mentonnier, on entend bien ce que ça veut dire, c'est de la paume au menton. Je vais laisser passer le bruit de la voiture là. C'est le matin, c'est les moteurs qui chauffent. Paume-bouche, c'est main-bouche. Et Babkin, c'est le nom du découvreur. C'est un réflexe majeur. Je ne peux pas m'empêcher de commencer à chaque fois et de dire c'est un réflexe majeur, c'est un réflexe primordial, c'est un réflexe hyper important. Et en l'occurrence celui-ci, pourquoi ? Parce que c'est un réflexe qu'on considère comme faisant partie des réflexes faciaux, des réflexes du visage. Le terme officiel employé par les orthophonistes ou par les kinésithérapeutes, c'est un réflexe OMF, oromyofacial. C'est ça que ça veut dire, oromyofacial. Mais connecté à la main. Je vous le décris, vous allez comprendre à quel point ce réflexe est fascinant. Si on prend les paumes d'un bébé, alors c'est actif que pendant 3 mois et demi, hein, donc vous ne pouvez pas faire ça après, mais si vous avez un tout petit bébé, vous prenez ses mains, vous placez vos pouces dans ses paumes de main, et soit vous allez presser dans une paume de main droite, soit vous allez presser dans la paume de main gauche, soit vous allez presser dans les deux paumes à la fois. Et vous pouvez parfois déclencher ce réflexe paume-bouche de Babkin qui se décrit comme suit. Quand vous allez appuyer sur la paume droite de la main du bébé, vous allez voir sa tête légèrement tournée de ce côté-là, donc vers la droite, et sa bouche légèrement s'entrouvrir et éventuellement sa langue sortir, avec éventuellement des mouvements de lèvres comme de succion, quoi. Si vous faites la même chose sur la paume gauche, il va faire la même chose à gauche, tourner sa tête, entrouvrir la bouche, sortir la langue éventuellement. Et si vous appuyez sur les deux paumes à la fois, l'enfant va plutôt incliner sa tête, donc vers l'avant, et là aussi ouvrir sa bouche. Donc vous voyez, c'est pourquoi on appelle le paume-bouche de Babkin. Il faut visualiser le petit bébé en train de téter qui, pendant qu'il tète, utilise ses mains pour triturer un peu le sein de sa mère. Et que ça crée une sorte de lien. Le fait de pétrir avec ses mains lui permet mieux d'activer sa mâchoire. Alors, vous connaissez très bien ça si vous avez déjà vu des petits chats faire. Les bébés chats, ils font ça, ils vont pétrir, alterner les pattes l'une l'autre tout en tétant. Eh bien, figurez-vous que les chats, ils continuent à faire ça quand ils veulent s'endormir, etc. Comme s'ils se remettaient au sein de leur mère. Ils font avec leurs pattes ce pétrissage. Des fois, ils le font sur nous, ils sortent un peu les griffes. Ouïouïouï. Et puis, voilà, ils voudraient bien téter, mais quand on est plus grand, on a peut-être le résidu au niveau des papates. Mais ils ne tètent plus le grand chat qu'il est. C'est la même chose pour les bébés humains. Ils vont avoir ce mouvement de pétrissage du sein qui, en fait, va avoir un lien avec la mâchoire. On comprend ce lien très bien, puisque nous, encore plus que, évidemment, et différemment des chats, quand nous allons nous nourrir plus tard dans la vie, c'est une coordination main-bouche. On va prendre les aliments, peu importe qu'on ait une fourchette, un couteau ou une cuillère, ou comme ça s'est fait plutôt pendant des siècles et des siècles, des millénaires même, directement avec la main, mais c'est quand même la main qui amène en bouche. Donc ça, c'est très important, cette notion-là, main, bouche. Et qu'est-ce qui se passe quand on enserre quelque chose avec notre main, donc un aliment,
et on l'approche vers la bouche et la bouche s'ouvre. Alors évidemment, chez nous, on le fait volontairement. Je décide d'ouvrir ma bouche, mais chez le bébé, c'est automatique. Quand on appuie, quand il serre quelque chose dans sa main, ça ouvre sa bouche. Et de fait, ce réflexe paume-bouche de Babkin se retrouve dans ce qu'en IMP on appelle un métaschème, où on va combiner plusieurs schèmes réflexes pour créer un métaschème. Alors je m'explique. Pour amener quelque chose en bouche, le bébé, il faut plusieurs choses. Donc déjà, il faut qu'il repère visuellement quelque chose qui est à côté de lui qu'il veut mettre en bouche. Donc il doit avoir une certaine dose de curiosité. C'est un réflexe qui s'appelle l'orientation cognitive de Pavlov. Une fois qu'il a orienté son regard vers la chose en question, ça va lui faire tourner sa tête. Et bien là, prend le relais. La curiosité lui fait tourner la tête, mais à ce moment-là, le réflexe tonique asymétrique du cou s'active. Du côté où la tête est tournée, le bras va se tendre. Et c'est automatique, c'est un réflexe. À ce moment-là, la main, si c'est bien placé, va toucher l'objet en question. Et ça va automatiquement activer le réflexe d'agrippement. Vous savez bien, si on touche dans la paume d'un bébé, il agrippe. Mais ensuite, ce bébé doit amener à sa médiane. Et bien, pour ça, il se trouve qu'il y a un réflexe qui s'appelle le réflexe de traction des mains. Quand le bébé a quelque chose en main, il le tire à lui. C'est un réflexe. Ensuite, et c'est pas tout, comme il enserre avec sa main l'objet en question, paume-bouche de Babkin se déclenche et ça lui fait ouvrir la bouche. Donc il ouvre la bouche, il amène à sa médiane par le traction des mains. Et à ce moment-là, il se met à faire ce qu'il veut faire, c'est-à-dire explorer l'objet en question ou l'aliment en question avec sa bouche. Et à ce moment-là, il va téter l'objet, déglutir, etc. Donc vous voyez, en fait, c'est pourquoi on dit souvent que les réflexes servent aussi à s'alimenter. C'est que les réflexes vont se combiner les uns les autres pour faire une action où on dit souvent en neurologie, le tout est plus que la somme des parties. Donc ce réflexe plus ce réflexe plus ce réflexe plus ce réflexe égale la capacité de mettre en bouche. Donc c'est passionnant de comprendre ça. Pourquoi ? Parce que nous, en IMP, si on voit un enfant qui a du mal à mettre en bouche, eh bien, on va regarder, tiens, curiosité, réflexe tonique asymétrique du cou, réflexe d'agrippement, traction des mains, paume-bouche de Babkin. Est-ce qu'un de ces réflexes jouerait pas son rôle ? Et puis on va faire une micro-intervention pour stimuler juste le schème. Alors si c'est un bébé, ce sera en général au niveau tactile, des stimulations qu'on va montrer, qu'on va suggérer aux parents, ou ça peut être 2-3 autres petites activités, mais on va faire des stimulations pour activer ce schème et que l'enfant puisse faire le méta-schème qui est mis à la bouche, ce qui est absolument majeur, et ça doit être dit quand on parle du réflexe paume-bouche du Babkin, c'est que c'est sa première sphère cognitive. Je m'explique, je l'ai déjà dit dans des podcasts précédents, mais là, pour ce réflexe, il est indispensable de le redire. Il se trouve que nous, notre cognition, nous, adultes, nous l'exerçons principalement de manière verbale, visuelle, auditive. Verbale, on réfléchit aux choses, on cogite dans notre tête et on prend les informations de manière visuelle et auditive. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Nous, j'aime bien appeler ça, ma sphère cognitive, elle est audiovisuelle, verbale, audiovisuelle, mais le bébé, à la naissance, il ne peut pas interpréter ce qu'il voit et ce qu'il entend, d'autant plus qu'il ne voit pas bien du tout, et il n'a pas encore accès au langage. Il va falloir quelques années pour que, même s'il dira ses premiers mots à 1 an, il faudra quelques années pour qu'il puisse réfléchir à base de langage et avoir un raisonnement intellectuel. Au moins qu'il ait atteint l'âge de raison, 7 ans, n'est-ce pas ? Et la perte de ses premières dents. Mais bref, ça ne veut pas dire qu'avant ça, le bébé n'a pas d'exploration cognitive. Il va explorer le monde, il va chercher à analyser le monde, il est curieux envers le monde et cherche à l'analyser. Et il fait ça dès la naissance. Et en fait, le bébé fait ça essentiellement par sa sphère orale. Oro-maxillo-faciale, essentiellement sa sphère buccale. C'est-à-dire que le bébé va amener en bouche pour explorer les choses. Il amène tout en bouche. Et il faut savoir que le bébé, il a beaucoup plus de papilles gustatives que nous. Nous avons un certain nombre de papilles dans la bouche, au palais, dans les joues, etc. Mais le bébé, il en a beaucoup plus, il en a tout autour
Nous, elles sont essentiellement maintenant, enfin chez l'adulte, localisées au niveau de la langue. Et vous avez bien vu ces cartes ou appris à l'école ces cartes où sur la langue il y a des zones pour le salé, pour le sucré, acide, amer et umami. Donc les 5 saveurs. Je les ai bien dites, sucré, salé, amer, acide et umami. Voilà, les 5. Mais le bébé, il a des récepteurs papillaires bien développés aussi au niveau des joues et du palais. C'est cela pour dire qu'il a beaucoup plus d'informations. C'est peut-être c'est comme si vous avez des lunettes et que vous êtes myope, donc vous voyez flou de loin. Enlevez vos lunettes, vous voyez flou. Le bébé, il voit flou. En grandissant, il se met à voir net et donc il explore plus au niveau visuel. Mais nous, c'est comme si on avait des lunettes. On n'avait pas de lunettes, si je puis faire le parallèle, au niveau des papilles. C'est-à-dire que le bébé, lui, il y voit très clair au niveau des papilles et en grandissant, ça devient flou. Mais en revanche, son système visuel est plus efficace chez les grands singes que nous sommes pour voir de loin, voir venir les prédateurs et surtout pour la cueillette et la chasse qui se fait de loin. Donc on va transformer notre première sphère cognitive qui est notre sphère orale qui progressivement va passer au visuel et à l'auditif. Il y a un transfert est-ce qu'on pourrait dire ça, de cognitivité, d'orientation cognitive de l'oral vers l'audiovisuel. Alors je ne sais pas, je crois que c'est Freud qui parlait de stade oral, et puis après de stade anal et stade je ne sais pas quoi. Je doute qu'il y ait un quelconque lien avec cela, mais vous voyez l'idée. C'est très important parce que si l'enfant ne peut pas amener en bouche, avec tous ces réflexes que je viens d'indiquer, ce métachème de mise à la bouche, s'il ne peut pas mettre en bouche, il ne va pas explorer son environnement. Il va donc commencer à être hypoactif au niveau de sa sphère cognitive, buccale donc, mais on s'aperçoit que plus tard, ce manque d'exploration cognitive de son environnement se retrouvera au niveau audiovisuel. Et ça sous-entendu, retard dans son développement, manque de curiosité, manque d'intérêt et de ce fait, concentration affectée, mémorisation affectée et scolarité affectée. Donc ça a l'air de rien, mais les premières fonctions, on peut vraiment dire ça, que les premières fonctions cognitives chez l'humain sont d'abord orales. Et si elles n'ont pas été bien mises en place, elles gênent tout simplement la mise en place de la cognition. Aussi simple que ça. D'où l'importance pour nous en IMP, et on y accorde même un séminaire entier, il y a un séminaire dédié, dans lequel on voit ces réflexes oro-maxillo-facial, on dit nous les réflexes faciaux, et on les intègre. Donc je vous ai dit, il y a une trentaine, je vous ai dit dans un podcast précédent, quand j'ai parlé du réflexe de fouissement, qui est un réflexe du visage, qu'il y a une trentaine, peut-être même plus quarantaine de réflexes au niveau du visage, entre les yeux, la mâchoire, la langue, l'expressivité, la respiration. Il y a énormément de réactions réflexes à ce niveau-là. Donc le paume-bouche de Babkin, palmo-mentonnier, est une de ces réactions qui coordonne main-bouche, comme son nom l'indique. Donc essentiellement pour manger. Et évidemment, au bout d'un moment donné, il faut que ce réflexe, donc vous voyez bien, à 4 mois, il est intégré. C'est-à-dire que pourquoi à 4 mois il est intégré? Non pas qu'on ne mange plus, mais le bébé décide d'ouvrir ou pas sa bouche. Et il a appris déjà à coordonner sa main et sa bouche. Et il sait comment, non pas qu'il mange de manière autonome à cet âge-là, c'est pas recommandé, pas du tout. Mais il sait déjà décider d'ouvrir sa bouche ou de fermer sa bouche. Et il a fait suffisamment d'expérimentation. Main-bouche, en général, c'est tout simplement, il amène son poing à sa bouche et il le tète beaucoup quand il est petit. Puis éventuellement des petits jouets qu'il a en main, des gros objets, des doudous. Et il va expérimenter tout ça. Donc ça, c'est absolument essentiel de comprendre ce réflexe paume-bouche, parce que, aussi surprenant que ça puisse l'être, on voit parfois des enfants en difficulté scolaire dont le schème paume-bouche de Babkin n'est pas intégré, et qu'en intégrant ce schème, en travaillant dessus, on améliore leur cognition, leur concentration, leur capacité d'apprentissage. Donc vous voyez, souvent, il y a des gens, je vois, qui disent il y a les réflexes de l'apprentissage, c'est le RTAC, c'est le Moro, c'est l'agrippement. Et oui, c'est pas faux. Alors pourquoi c'est pas faux de le dire? Parce que statistiquement, ces réflexes sont retrouvés quasi systématiquement chez les enfants en difficulté scolaire. Mais pour tel ou tel enfant,
Et c'est pourquoi il faut avoir une formation un peu poussée au niveau dès qu'on travaille sur les réflexes archaïques, etc. Il faut connaître les réflexes archaïques, les réflexes de vie, les réflexes du visage, les réflexes de naissance. Et c'est ce qu'on fait en IMP. Il faut avoir une vision large des choses. On ne peut pas se contenter de prendre 3-4 réflexes comme ça. C'est déjà bien, hein, évidemment. Je pense que c'est indispensable que toutes les orthophonistes connaissent le réflexe tonique asymétrique du cou, par exemple, qu'elles puissent voir si l'enfant qui est en rééducation chez elle a intégré ce réflexe ou pas. Et le fait de faire cette intégration va changer beaucoup de choses, va changer la donne dans la rééducation, dans la prise en charge orthophonique, hein, bien entendu. Évidemment, c'est un réflexe du visage qui se déclenche par la main. Mais il va y avoir beaucoup d'incidences sur le visage, parce que c'est tout ce qui est ouverture de la mâchoire. Donc, on peut dire bon fonctionnement de ce qu'on appelle l'ATM, l'articulation tempe-mâchoire, temporo-mandibulaire. Et nous, on a la chance de pouvoir d'avoir pu travailler avec des dentistes, avec des orthodontistes, par exemple, qui nous disent à quel point ça va être intéressant dans le cadre d'une rééducation, d'un appareillage ou d'une rééducation, ou des kinésithérapeutes qui travaillent au niveau maxillofacial, de connaître ce paume-bouche de Babkin et de le travailler. Entre autres choses, parce que ça joue sur le tonus de la mâchoire, mais aussi parce que souvent des enfants ou des gens qui ont un réflexe palmo-mentonnier de Babkin non intégré ont tendance à mâchouiller beaucoup, à amener en bouche, puisque ce lien main-bouche, il est suractif en quelque sorte. Alors du coup, dans certains cas, il est suractif et du coup, j'amène beaucoup en bouche, je mâchouille beaucoup. Mais souvent, ça peut être, je vais mâchouiller des crayons, des machins, des trucs, mais ça peut être aussi, je vais téter mon pouce longtemps. Je continue à activer le paume-bouche de Babkin en tétant mon pouce. Et évidemment, au niveau de la formation du palais, de la langue, etc., on n'est pas censé téter notre pouce pendant longtemps, normalement. Et du coup, ça crée des déséquilibres. Alors, il y a des dentistes qui sont désespérés parce qu'ils disent, des orthodontistes, on veut bien appareiller, mais s'il continue à téter son pouce, c'est pas efficace. C'est comme les gens qui veulent arrêter de fumer, on leur prescrit des patchs à la nicotine et puis ils fument en même temps. Donc tu peux pas avoir patch plus cigarette, c'est l'un ou l'autre. Là, c'est un peu la même chose. Tu peux pas avoir appareil dentaire plus sucer ton pouce. Et donc les stimulations qui vont être proposées nous pour réintégrer ce réflexe-là, ça va vraiment aider pour des habitudes de ce type-là. Et on s'aperçoit que le paume-bouche de Babkin, là, il est important. Souvent, des gens comme des ostéopathes qui travaillent au niveau crânien, des ostéopathes spécialisés ou des gens qui font des thérapies dites crânio-sacrées, nous disent que ça c'est important, ce réflexe-là, paume-bouche de Babkin, puisqu'il régule la tension au niveau de la mâchoire pour aider à libérer tout ce qui est crânien. Quand eux sentent qu'au niveau crânien il y a des tensions particulières, ils nous disent que parfois, en faisant des stimulations sur ce paume-bouche de Babkin, ça aide à libérer au niveau crânien. Ce paume-bouche de Babkin, je ne l'ai pas dit, mais il apparaît très très tôt vous le savez, je l'ai dit quand j'ai parlé du réflexe de fouissement. Le réflexe de fouissement, c'est quelque chose qui apparaît très tôt dans le ventre de la mère, tout comme le réflexe de retrait au niveau buccal, tout comme le réflexe nauséeux. En fait, les réflexes faciaux sont ceux qui apparaissent en premier dans le développement humain, avant tous les autres réflexes, avant le moro, avant l'agrippement de la main ou du pied. Les réflexes du visage apparaissent très tôt. C'est une question de survie pour nous, et en particulier du bébé dans le ventre de sa mère, pour qu'il ne déglutisse pas quand il ne doit pas déglutir, et qu'on doit faire maturer avant tout notre système digestif et notre système respiratoire. Et donc ça commence par la face, on se développe par la face d'un point de vue neurologique, si je puis dire. Et vous avez déjà entendu aussi parler du fait qu'en neurologie, on dit qu'on se développe en céphalo-caudal, de la tête vers la queue. Et en fait, ça commence par le visage, les réflexes du visage, qui sera la respiration, l'alimentation, et c'est logique d'un point de vue survie que ce soit par ça que ça commence. Et il se trouve que ce paume-bouche de Babkin apparaît très très tôt, donc chez le bébé. Alors physiologiquement, parce que les réflexes, ils ont toujours cette composante physiologique, mais qui nous resserre ensuite, c'est pour ça qu'on parle de schème en IMP, qui nous resserre ensuite
au niveau cognitif et émotionnel, mais à la base, physiologiquement, c'est pour la nourriture, pour la survie, pour pouvoir s'alimenter, ça sert à ça. C'est une question de la survie physique. On peut dire que le système digestif, le système digestif commence par le paume-bouche de Babkin. S'il n'y a pas le paume-bouche de Babkin, il n'y a pas de système digestif, puisque c'est la mise à la bouche des aliments. Donc c'est la continuité de la vie, mais voilà, on est obligé de parler de la joie, parce que normalement la nourriture chez nous apporte beaucoup de joie, et l'enfant a beaucoup de plaisir. Est-ce que c'est Freud ou des psychanalystes qui disent qu'il va avoir des orgasmes au niveau buccal? Je veux bien le croire, quand on voit le bonheur, la joie, et aussi scientifiquement la sécrétion intense d'ocytocine lorsque l'enfant tète sa mère, et il y a comme un orgasme, un plaisir immense. Et nous-mêmes dans la vie, on a beaucoup de plaisir à manger, au point que quand on va pas bien, quand on n'a pas le moral, etc., on bouffe pour retrouver du plaisir. Donc malheureusement, comme on est dans une société extrêmement stressante et une société où il y a beaucoup de frustration, on a tous tendance à être boulimique et à trop manger pour essayer d'avoir du plaisir avec des aliments qui sont extrêmement sucrés et avec des mauvaises graisses. On a besoin des bonnes graisses, mais malheureusement c'est les mauvaises graisses qui vont nous attirer. Je pense aux chips, aux gâteaux apéritifs, je sais pas, aux trucs extrêmement salés. Enfin, bref, malheureusement des choses qui ne sont pas bonnes pour notre santé. Alors, comment ça se fait qu'on soit attiré par des aliments qui ne sont pas bons pour notre santé? Mais en fait, c'est très compliqué, parce que normalement ces aliments n'existent pas dans la nature. On ne trouve pas de sel en grosse dose dans la nature, il faut l'extraire de la mer, c'est pas évident. On ne trouve pas de sucre dans la nature, ça n'existe pas. Il est toujours incorporé dans des fruits très peu sucrés à la base, non pas les fruits hybridés comme les pommes, les bananes auxquels vous pensez, mais les fruits comme les baies, qui sont très peu sucrés à la base. Et on ne trouve pas de mauvaises graisses dans la nature, voilà, on trouve que des bonnes graisses qui sont essentiellement dans les animaux. Donc on va être attiré par la nourriture pour avoir une satisfaction, pour avoir de la joie. Alors comme on a beaucoup de stress aujourd'hui, on a tendance à trop manger. Alors peut-être que parfois, ça peut être bien, surtout quand on est stressé, puisque quand les gens viennent nous voir, c'est qu'il y a forcément une certaine dose de stress, ça peut être intéressant de travailler sur ce paume-bouche de Babkin. Alors évidemment, ça ne suffira pas si quelqu'un a vraiment des troubles alimentaires. Il est évidemment impératif d'aller voir le psychothérapeute approprié, faire les thérapies cognitives et comportementales, faire éventuellement un rééquilibrage alimentaire, parce qu'évidemment si chez soi on a plein d'aliments malsains et industriels, ça ne va pas aider. Donc de réapprendre des choses, donc là peut-être nutritionniste ou que sais-je. Donc ça, évidemment. Mais nous, parfois on peut jouer un petit rôle, parce que le paume-bouche de Babkin, c'est vraiment un comportement physique de mise à la bouche, et des fois on bouffe sans réfléchir, on boulotte, et ça peut aider. Et on a entendu aussi parler assez fréquemment de gens qui fumaient. Donc vous voyez, quand on fume, on amène à la bouche, que de travailler sur le paume-bouche de Babkin pouvait aider. Là aussi, il faut voir un addictologue, un thérapeute compétent pour nous aider quand on a des addictions. C'est évident, l'IMP suffira pas pour ça. Mais en partenariat, ça peut vraiment aider de travailler sur ce type de schème, en fin de compte. Alors, je l'ai dit quand j'ai parlé de comment les différents réflexes se combinent, mais c'est grâce au paume-bouche de Babkin que va pouvoir bien fonctionner le réflexe tonique asymétrique du cou. Alors à cette date, je n'ai pas encore fait de podcast sur le RTAC, réflexe tonique asymétrique du cou. C'est un réflexe, vous en doutez, vous avez certainement entendu parler de ce réflexe, même ceux qui ne sont pas formés en IMP. C'est un réflexe majeur, un réflexe de l'apprentissage, mais en fait pourquoi il est important? Parce que c'est un réflexe qui met en place l'asymétrie du corps, le fait de prendre conscience de son côté droit séparé de son côté gauche. Et c'est ensuite, grâce à ce réflexe, qu'on va pouvoir mettre en place la latéralité du corps, la latéralisation du corps, un côté droit par rapport à un côté gauche, ce qui est des compétences majeures dans l'apprentissage. Bien, il se trouve que, d'une certaine manière, ce réflexe paume-bouche de Babkin permet l'intégration du RTAC, permet d'utiliser le RTAC correctement, puisque pour qu'un réflexe intègre, il faut qu'il ait été utilisé à bon escient. Il a émergé dans le ventre de la mère, il est ensuite exercé pendant un certain temps, et ensuite il doit s'intégrer. Oui, je suis en train de penser à autre chose. Sur un podcast précédent,
Je suis en train de réfléchir à quelque chose qu'il va falloir que je fasse, que je prenne des notes pour un podcast que j'ai fait précédemment. Alors, voilà ce que je voulais dire par rapport au RTAC qui est lié à celui-ci. Donc c'est important de voir cette interaction paume-bouche de Babkin et réflexe tonique asymétrique du cou. Il est assez méconnu ce paume-bouche de Babkin et je vous ai dit à quel point il peut avoir un rôle dans les apprentissages et entre autres grâce à ce lien qu'il a avec le RTAC. Parfois aussi on peut retrouver des bébés qui ont du mal à téter leur mère à cause d'un paume-bouche de Babkin qui peut être pas suffisamment actif dans ce cas-là et que c'est quelque chose qui est possible et qu'on fait souvent. On regarde quand les bébés tètent, on regarde s'il y a des schèmes, des réflexes qui ne sont pas totalement actifs comme ils devraient l'être. Et si c'est le cas, une micro-intervention sur un paume-bouche de Babkin peut vraiment aider au niveau de l'allaitement. Donc ça c'est important. Aussi évidemment, ce lien paume-bouche de Babkin, ce paume-bouche de Babkin, il intervient beaucoup dans le tonus de la face, du visage. Et chez certaines personnes, quand ce réflexe est déséquilibré, on peut avoir tendance à trop serrer les mâchoires et avoir le visage contracté, ce qui donne une impression de la personne est contrariée, voire en colère. Parce que quand on est en état de stress ou qu'on est contrarié ou en colère, on serre les mâchoires pour se protéger si on reçoit un coup. Donc, et comme il se trouve que c'est les muscles les plus puissants du corps humain, les masséters et la fermeture de la mâchoire, ben vous savez très bien qu'on va contracter, on va serrer les dents. Et ça, c'est souvent un indice que la personne elle est contrariée ou en colère ou quelque chose comme ça. Et parfois, malheureusement, des gens vont exprimer ça, non pas parce qu'ils sont véritablement en colère, mais parce qu'ils ont un paume-bouche de Babkin qui est non intégré. Et donc ça, c'est quelque chose qui va permettre, d'un point de vue émotionnel, de se détendre, de se sentir plus satisfait, parce que je vous ai dit, ce réflexe, à la base, il sert pour obtenir de la satisfaction alimentaire. Donc si le réflexe est intégré, on va souvent se sentir plus satisfait, on sera plus à l'aise pour exprimer la joie et pour sourire et tout. Parce que si ce réflexe n'est pas intégré, comme j'ai des tensions au niveau du visage, j'ai réellement du mal à sourire. Comme si vous aviez mal aux dents, vous avez du mal à faire telle gestuelle faciale. C'est pas parce que vous êtes malheureux à la base, mais c'est parce que ça fait mal, je peux pas sourire. Voilà. Je pense que là, je me suis cassé des côtes et je dis toujours, me faites pas rigoler parce que ça fait très mal aux intercostaux et aux côtes que j'ai de casser. C'est pas parce que je suis de mauvaise humeur, mais c'est parce que ça fait mal. De la même manière, le paume-bouche de Babkin peut créer des tensions, on va dire, résiduelles, chroniques, qui font que j'ai du mal à exprimer une certaine gestuelle au niveau du visage, en particulier tout ce qui va être détente. Bonjour. Donc, voilà un petit peu ça. Il faut terminer en parlant, comme j'ai fait toujours, des schèmes agonistes, synergistes et antagonistes. Évidemment, avec ce réflexe, va aller le réflexe de... Je vais faire demi-tour parce que là-bas, il y a plein de voitures. Avec ce réflexe fonctionne tout ce qui est fouissement et succion. Donc ça, fouissement, succion, paume-bouche de Babkin fonctionnent ensemble. La déglutition, évidemment. Le RTAC, je l'ai dit. Et puis aussi le réflexe d'attachement. Voilà, j'en ai pas parlé. Il y aura évidemment un épisode de podcast majeur sur ce réflexe d'attachement, mais je vous l'ai dit qu'il servait principalement pour l'allaitement, pour téter. Donc il va favoriser un bon attachement bébé-maman. Et donc le réflexe d'attachement va favoriser le paume-bouche de Babkin parce que je vais plus choyer le bébé, bien le mettre au sein. Enfin bref, vous voyez, c'est un cercle vertueux. Allaitement, paume-bouche de Babkin et attachement. Donc ça, c'est assez important. J'ai un peu froid comme ça parce qu'aujourd'hui, il gèle, là, je marche. Il y a du gel dans l'herbe, etc. Puis j'ai les mains gelées. Alors je cherche à mettre les mains dans les poches pour me réchauffer un peu les mains. Alors du coup, des fois, ma marche est un peu affectée d'avoir les mains dans les poches. Je suis moins à l'aise pour parler. Moi qui ai l'habitude de parler avec mes mains. Voilà, alors qu'est-ce qui va être antagoniste ? On va trouver des trucs comme le réflexe de Moro. Si je suis en Moro et que je stresse et que je pars en Moro et que j'écarte mes bras, je ne peux pas amener à la bouche. Je ne peux pas amener à la bouche qui est l'antagoniste du Moro.
voilà, il y a un certain nombre de réflexes qui s'activent sous stress et qui empêchent la mise à la bouche. Donc voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui concernant ce réflexe paume-bouche de Babkin. C'est un réflexe effectivement dont le déclencheur est, comme on l'a expliqué, dans la paume des mains, qui, quand on presse dans la paume des mains, fait ouvrir la bouche, mais qui va être classé du coup dans les réflexes du visage. C'est un réflexe du visage, bon, c'est un réflexe coordination main-bouche. Évidemment, plus tard dans la vie, j'ai parlé du fait que la sphère cognitive change, mais aussi plus tard dans la vie, notre coordination principale, ce ne sera plus main-bouche, mais mains-yeux. C'est l'œil, les yeux, le regard qui va guider la main. On pense à l'écriture, mais à la base, c'est pour la cueillette, pour la pêche, pour la chasse, pour la manipulation de quoi que ce soit. Donc à la base, c'est cette coordination œil-main qui va prédominer. Mais on peut dire que tout commence par une bonne coordination main-bouche. Petit conseil donc aux jeunes parents ou aux jeunes grands-parents, laissez les enfants amener des choses en bouche. Et ce n'est pas sale, il faut qu'ils tètent, il faut qu'ils sucent. Alors ce n'est pas sale, au contraire, ça va forger son système immunitaire. C'est indispensable qu'ils mettent plein de choses en bouche. Il ne faut pas nettoyer, il ne faut pas passer, il ne faut pas désinfecter, il ne faut pas passer les lingettes, etc. Il a besoin. Sinon, pourquoi vous vaccinez les enfants? Si vous vaccinez les enfants, c'est parce que vous voulez préparer son système immunitaire quand il peut faire de lui-même tout le boulot, si je puis dire. Mais évidemment, on ne laisse pas des petits objets qui pourraient mettre l'enfant en danger. On pense tous aux Lego, aux trucs comme ça, évidemment. Et aussi, on pense à... il ne faut pas lui laisser... On s'en moque que les choses soient, entre guillemets, sales. L'enfant, il va mettre en bouche des choses de la nature. Il va mettre en bouche, si vous allez au tas de sable, il va mettre du sable dans sa bouche. Il va mettre tous les jouets qu'il trouve. Il va mettre des feuilles. Il va tout essayer, des bouts de bois, etc. C'est normal, c'est sain même. Il ne faut pas empêcher ça. En revanche, moi, je suis plutôt très méfiant de tout ce qui est plastique, jouets plastique. Pour des raisons tactiles, il n'y a aucun intérêt tactile au plastique, c'est du lisse tout le temps. C'est pas une bonne chose pour son développement sensoriel. Et deux, on sait aujourd'hui que les plastiques nous tuent et polluent le corps de nos bébés. Donc, personnellement, un conseil, c'est refuser tous les jouets plastiques. Dites-le à l'avance. On ne veut pas de jouets plastiques, on veut des jouets en bois, on veut telle ou telle chose, mais pas de jouets plastiques. On ne veut pas que notre enfant il tête du plastique et il passe son temps à bouffer du plastique. Il le fera suffisamment plus tard comme nous le faisons. C'est pas la peine de polluer ce jeune organisme qui met en place son système immunitaire et son système neurologique, puisqu'on sait que ce sont des perturbateurs endocriniens et c'est pas une bonne idée. Donc ce sera impossible à 100% vu le monde plastique dans lequel nous vivons. Mais si vous pouvez au maximum éviter que le bébé tète des trucs en plastique, ce serait quand même pas mal. Donc voilà, c'était juste pour finir sur un petit conseil de laisser les enfants mettre en bouche. Méfiez-vous de ce qu'ils mettent en bouche, ni plastique, ni objet avec lequel ils risqueraient de s'étouffer. Il y aurait des choses à dire là-dessus par rapport aux spécialistes. Ce n'est pas du tout la même chose si un enfant est allaité ou si un enfant prend le biberon. L'enfant allaité a quasiment pas de danger de s'étouffer avec des petits objets. J'ai dit quasiment, j'ai pas dit pas du tout. Disons qu'il a beaucoup moins de danger que celui qui a pris l'habitude de téter au biberon, parce que ce ne sont pas les mêmes muscles, ce n'est pas les mêmes mouvements de langue, ce n'est pas le même réflexe qui s'active. Et les enfants qui tètent au biberon ont beaucoup plus de danger de s'étouffer avec des petits objets. Et on pourra faire avec les enfants qui sont allaités très tôt. On pourra faire ce qu'on appelle l'alimentation diversifiée. Non, c'est pas ce que je voulais dire. L'alimentation menée par l'enfant chez les enfants allaités, mais pas chez les autres. Bonjour. Donc voilà un petit peu, diversification menée par l'enfant. Voilà, c'est chercher, je croise un chien, diversification, DME, menée par l'enfant, qui va être facile à mettre en place. Donc quand je dis diversification menée par l'enfant, DME, je crois que Ludivine a fait un épisode de podcast Connexion Primordiale il y a longtemps, donc vous pouvez remonter dans le fil. Elle s'y connaît, elle est formée sur le sujet. Il y a des critères à respecter. Et pourquoi je parle de DME, diversification menée par l'enfant dans cet épisode? Parce que paume-bouche de Babkin. Donc ça va être majeur, la DME, où c'est l'enfant qui va s'alimenter de lui-même, prendre ses aliments dès tout petit, dès qu'on commence la diversification alimentaire. Alors pas avant 6 mois, pas avant 6 mois. Et la DME va être très très bonne pour justement une bonne intégration, une bonne mise en place. Ça c'est toujours fait dans toutes les civilisations, dans toutes les sociétés du monde. Donc voilà. Et nous, on a développé une sorte de peur par rapport à ça.
alors que... mais il faut que ce soit bien compris. Et c'est pour ça que je vous encourage à écouter cet épisode sur la DME, diversification menée par l'enfant, ou de faire une recherche sur Internet qu'on a fait dans Connexion Primordiale, et qui va aller dans le sens de l'intégration du réflexe. Donc c'est une bonne chose si on veut faire ça. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode de podcast, et puis je vous dis à très bientôt.